Bonjour à toutes et à tous, je suis Edwige Couraud, je suis ravie de vous accueillir à cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi cette année par le réseau des INP pour cette 10e édition est celui du bien-être à l'école. Cette thématique est traitée au cours de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice. Au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions » et je ferai ensuite une synthèse de ces questions pour les poser à la fin de la présentation. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Janin, pour une conférence portant sur lieu, temps et bien-être, une problématique à plusieurs facettes. Laurent Janin est maître de conférence hors classe à l'université Cergy Paris Université. Il est également enseignant à l'INSPE de Versailles. Il est membre du laboratoire Bonheur Texolab et il est titulaire d'une chaire de recherche qui s'appelle Transition 2, des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs. Sans plus tarder, je lui laisse la parole pour sa conférence. Merci beaucoup Edwige et bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous l'a signifié Edwige, un de mes champs de recherche est la problématique de l'architecture ou plus largement des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Et dans conditions, on va parler des conditions matérielles et des conditions immatérielles. Le cadre dans lequel les élèves vont pouvoir travailler, les enseignants vont pouvoir travailler et les lieux qu'ils vont pouvoir habiter. Alors, j'ai prévu une quinzaine de diapositives qui va vous présenter un peu, essayer de vous faire un petit panorama, parce que, bien évidemment, il va être question de lieu, de temps, de bien-être. Alors, on va se poser la question du mieux-être, de l'être bien, la question du bien-être subjectif, la question des différents modèles qui sont affectés à la problématique de bien-être, le bien-être des élèves, le bien-être des enseignants, le bien-être de l'équipe éducative, des adultes, au travers d'une problématique qui, comme bien d'autres dans la recherche, se trouve assez facilement être vraiment sur plusieurs facettes. Peut-être que parmi vous, certains et certaines se posent la question de construire des programmes dans l'école Faisons-la ensemble. Certains peuvent peut-être se poser des questions et des problématiques de transformation de leur environnement scolaire. On va essayer d'aborder et d'avoir un panorama assez large jusqu'à 17h45 et je tiendrai le temps pour qu'on puisse ensuite échanger. N'hésitez pas, comme l'a évoqué Edwige, de poser des éléments sur des éléments de questions si vous en avez. Alors, on va clairement, je ne vais pas vous refaire tout l'état de la recherche sur le sujet, mais clairement, on va se positionner dans une problématique qui va être associée avec un certain héritage. Un héritage dont la plupart des périodes s'en sont emparées. On va débuter, je ne vais pas aller très loin, mais on va reprendre depuis les années 60. Assez régulièrement, on voit apparaître des moments donnés où on va devoir se poser la question de la flexibilité d'usage, d'une architecture qui soit en capacité de permettre de faire. Mais on va toujours être confronté à une situation qui est en perpétuel équilibre précaire entre des injonctions qui peuvent être émanées des institutions, entre des réalités, des contextes territoriaux dans le cadre de l'acteur de tutelle de l'établissement scolaire, la mairie, le conseil départemental, le lycée, la région, pardon, et on va se retrouver avec des éléments en tension entre des volontés, des envies, des ambitions, des réalités, des contextes. Et assez naturellement, on se retrouve toujours à être dans une perspective assez difficile de lier, sauf à se questionner au titre de l'innovation ou au titre d'une transformation
parfois éphémère, mais qui aura l'avantage au moins de commencer à travailler sur la problématique de pratique pédagogique dans des espaces qui peuvent être différenciés. La grande difficulté encore dans ces choses-là, on découvre que les multi-acteurs entre les responsabilités techniques, les responsabilités d'organisation, l'emploi du temps, la nécessité de gestion des flux entrants, sortants, des classes, des établissements, va obligatoirement rentrer en percussion avec parfois des projets pédagogiques, des projets d'enseignants, des projets d'équipes éducatives, où on a la volonté de sortir du cadre d'héritage de Jean-Baptiste Lassalle sur un enseignement simultané, un enseignement dans un parallélépipède, qui est la classe, avec 4 murs, parfois des fenêtres à des endroits, un hall de couloir. Et dès qu'on veut commencer à sortir de ça, on se rend compte qu'on va avoir une grande difficulté, sauf à promouvoir l'innovation, pour essayer de sortir de ce cadre-là. Et on voit souvent, après derrière, des mesures d'impact qui sont difficiles à quantifier et difficiles à appréhender parce que ils peuvent ne pas correspondre à une augmentation de performance scolaire au titre d'une meilleure moyenne, d'une meilleure performance face à un curriculum. Parfois, on ressent dans son fort intérieur qu'il y a plus d'animation, qu'il y a plus de collaboration, qu'il y a plus de compétences psychosociales qui peuvent se mettre en place, plus de créativité. Mais il est toujours difficile de pouvoir les mettre en perspective, eu égard à toutes les autres contraintes. Donc, un héritage assez important, des bâtiments qui existent, qui ont été construits, conçus dans une structure pédagogique qui embarque des problématiques associées à notre histoire et qui aujourd'hui se percutent face à des volontés multiples qui ont un peu explosé suite à la problématique du confinement et de la sortie de confinement, où on a envie d'espace, on a envie de pouvoir travailler autrement, on a envie d'avoir une meilleure condition de travail. Alors, quand on résume, on ne va pas aller dans les éléments de détail au titre de la recherche, mais quand vous faites une synthèse, la synthèse, elle peut tenir en un transparent, c'est-à-dire que vous allez avoir des cycles et des échelles qui vont se percuter. Et ces cycles et ces échelles, on peut les quantifier par 3 niveaux. Le macro, c'est tout simplement le fait que à un grand niveau associé à la problématique bâtimentaire ou institutionnelle, il va y avoir une volonté de transformation, de rénovation. Vous voyez, là, actuellement, il y a une grosse problématique de société et très actuelle qui est la rénovation énergétique. Voilà. Il y a quelques années de ça, c'était la réforme des lycées pro qui avait un impact sur la construction bâtimentaire ou l'exploitation du bâtiment en tant que tel. Là, aujourd'hui, rénovation énergétique va aussi avoir un impact sur la rénovation, la reconstruction des établissements scolaires, la gestion des flux, la gestion des ouvrants, la gestion de tout ce qui va être considéré comme étant l'approche un peu macroscopique des éléments bâtimentaires. Et malheureusement, vous avez peu, voire pas, parfois, quand même un peu le pouvoir, et avec la cellule, par exemple, dédiée au bâtiment scolaire qui s'appelle BEA au rectorat de Lyon, et avec les référents bâtis scolaires qui sont présents dans chaque rectorat de France, on peut parfois avoir un petit mot à dire à ce niveau-là. Est-ce qu'il est entendu toujours? Pas tout le temps, mais au moins, on voit que de la démarche participative commence à émerger dans certains territoires. Le méso, là, c'est ce qui va se passer dans votre établissement scolaire. C'est-à-dire que quand vous allez exploiter le lieu, la classe, les couloirs, les parvis devant, la cantine pour des activités autres que se restaurer, le CDI, la BCD, etc. Tous ces espaces, quand vous allez les exploiter complètement, soit dans une organisation fixe, organisée par des emplois du temps pilotés par des outils classiques ou autres, ou alors quand vous allez vouloir modifier, transformer vos espaces de pratique. Donc on voit un deuxième étage, et ce deuxième étage, il vous est propre. Il vous est propre en termes d'usage et de pratique, sauf qu'il est contraint par les murs et par les gestions d'emploi du temps, et par exemple, pour le collège, les 24 heures obligatoires d'élèves devant un enseignant, etc.
Et puis après, il va y avoir la problématique, c'est-à-dire que la perception que vous allez avoir de votre espace et les actions que vous allez réaliser dans l'espace va être d'un niveau un peu plus micro. C'est-à-dire, comment vous vous projetez dans la préparation de classe et comment vous allez la mettre en œuvre, comment vous allez vous réguler dans l'environnement qui vous est propre, celui de la classe ou celui d'une classe dehors ou celui d'une classe réalisée dans un contexte de voyage scolaire, etc. Tous ces éléments-là vont faire appel à un élément cognitif assez important. Je projette ce que je veux faire. À partir d'indicateurs en situation, je me régule. J'ajuste la situation d'enseignement et d'apprentissage au regard de ce qui m'est disponible en proximité dans mon espace. Donc ça, on voit bien qu'on va avoir des échelles de temps aussi qui vont être absolument complètement différentes. Le macro, c'est généralement entre 7 et 10 ans, par exemple. Le méso, c'est vraiment ce qui va se passer dans votre année scolaire, dans la journée. Et puis le micro, c'est des quelques microsecondes sur lesquelles vous allez ajuster parce que vous allez entendre trop de bruit, vous allez découvrir des difficultés d'élèves, vous allez vous réajuster par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous allez toujours être dans le déséquilibre et l'adaptation. Et donc ça, c'est des temporalités qui sont très courtes. Et malgré ça, vous allez devoir agir dans un environnement contraint qui, lui, est assez fixe, aussi bien dans sa structure, mais aussi dans son organisation temporelle. Ce qui ressort aujourd'hui des futurs bâtiments, quand on regarde tous les cahiers des charges qui sortent, quand on regarde les guides de l'éducation nationale sur la cellule bâti scolaire au niveau du secrétariat général du ministère, on découvre que, globalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'avenir est dans le développement soutenable, dans un bâtiment dont les capacités, un bâtiment sain, avec une enveloppe sécurisante, bienveillante, un bâtiment qui a la capacité de pouvoir s'adapter à des pédagogies et pas forcément l'inverse, vous allez devoir faire rentrer ce que vous avez envie de faire aux choses-pieds dans la boîte dans laquelle on vous a mis. Et obligatoirement, on revient à des vieux paradoxes des années 70 où le bâtiment va devoir être flexible, adaptatif et évolutif, mais également pour la collectivité qui en assure la gestion, assez pérenne dans le temps. Rien de nouveau sous le soleil. On découvre que les facteurs physiologiques qui vont encourager le bien-être au-delà des éléments factuels, sociaux et humains, quand on va se concentrer sur la problématique uniquement de bâtiments et d'architecture et de ce qui peut se passer dans l'environnement proche, on découvre que la qualité de l'air, rappelez-vous au temps du Covid, il fallait surventiler toutes les 20 minutes, pas uniquement pour faire sortir le virus et faire surventiler, mais aussi parce que la recherche depuis plus de 30 ans a démontré que le surdosage en CO2 va engendrer des petits maux de tête, va engendrer des baisses de capacité cognitive. Et en fait, dans un espace confiné, typiquement la classe, ça a pu être démontré par la recherche, au bout de 20-30 minutes, ce serait bien de surventiler pour regagner de la qualité de l'air. L'acoustique, bien entendre, bien se faire entendre, bien pouvoir écouter, avec des résultats au Brésil sur de l'augmentation de quelques décibels sur des tables en mode projet, montrent que des résultats sont significatifs. La lumière, la colorimétrie, l'aspect thermique, chaud, froid, l'hydrométrie aussi, la biophilie, tous ces éléments-là, on sait aujourd'hui les quantifier et on est en capacité de vous donner tous les seuils pour lesquels il serait bien de se positionner. Et évidemment, je ne vais pas vous leurrer rapidement, les seuils qui seraient acceptables sont parfois pas toujours réunis dans les établissements scolaires, voire parfois pas du tout, du tout. Ce qui fait que quand on s'intéresse à ces choses-là, on se retrouve à avoir, c'est pour ça que le titre de la conférence a abordé la question multifacette, parce que quand on va commencer à se questionner sur la relation entre le bien-être et l'environnement dans lequel on est, même pour vous, au quotidien, même pour... en fait, quand on fait la synthèse de la recherche, on se retrouve à avoir une matrice, un tableau de ce type-là, avec une multiplicité de variables ou d'éléments à travailler. La problématique physiologique, comme je l'évoquais, la problématique sociofuge, donc c'est la possibilité de pouvoir travailler avec les autres, la perspective sociopète, la possibilité de pouvoir être sur soi, revenir dans des environnements un peu individuels, aller vers le collectif, inversement, c'est-à-dire être en capacité de pas toujours être avec tout le monde, pas toujours être tout seul. Comment on va gérer cette dualité
individu, collectif, et puis la problématique interstitielle avec les problématiques aussi bien spatiales, mais aussi bien sur comment ces espaces vont être habités, comment est-ce qu'ils vont être détournés, comment est-ce qu'ils vont être exploités. Donc ça, c'est pareil. En termes de recherche, sur chacune des variables, là, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir vous dire quels sont les éléments de conditions sur lesquels on pourrait travailler. Mais c'est pas forcément là-dessus que je voudrais aujourd'hui évoquer. C'est aujourd'hui peut-être, je pense que toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui, dans un temps aussi court, elles ont toutes une sensibilité, en fait, à cette problématique spatiale et au fait d'avoir envie, au moins, de transformer l'agencement spatial de proximité. Hein. Le plus simple, on va mettre des tables et des chaises qui roulent pour essayer d'avoir dans la partie microscopique la possibilité, dès que je rentre dans la classe, d'ajuster mon environnement en très peu de temps. Pendant ma situation de classe, que je puisse réorganisation assez rapide de l'espace pour pouvoir changer, pour pouvoir utiliser une pédagogie alternative à celle que j'avais mis jusqu'à présent. Tout ça, je pense que vous êtes tous un peu sensibilisés. L'idée qu'on a eue avec le réseau des INSP, c'est au-delà de la recherche, essayer de voir comment, au travers les travaux de recherche et principalement un travail qui a été mené sur l'Académie de Lyon avec le Léa Elian, comment est-ce qu'on peut être en capacité de essayer de trouver une petite grille qui permettrait aussi bien à vous qu'à vos collègues, dans une perspective de formation, commencer à aborder cette question-là d'occupation de l'espace et de voir quelles seraient, parmi toutes les variables que j'évoquais tout à l'heure, quelles seraient celles qu'on commencerait à prendre et à tirer pour modifier nos registres de régulation, pour modifier nos registres d'action, pour que cette pratique soit ancrée dans quelque chose que vous êtes en train de mesurer dans une problématique d'activité réflexive. Alors, pour ça, je me suis permis aussi de faire 3 slides, si je ne dis pas de bêtises, 3 diapositives là, sur des éléments assez factuels, assez communs, que vous pourrez autant retrouver dans de la bibliographie de recherche que, par exemple, dans les dossiers d'archiclasse, que dans les dossiers qui sont pilotés par les cellules bâties scolaires. Ça vous permettra comme ça de pouvoir ancrer cet élément important. Alors, d'abord, là, je fais référence à plusieurs travaux, principalement de Benjamin Cleveland ou de Ken Fisher, qui posent la question de la description des environnements avec académique, non académique, c'est-à-dire quel, au sein d'un environnement académique, la classe, est-ce que l'usage, par le biais des affordances et de l'organisation spatiale, est-ce que l'usage de la pratique va être prescrit ou non prescrit en amont? Typiquement, vous arrivez dans une salle de classe avec des tables et des chaises en rang d'autobus, vous voyez bien qu'il y a un usage prescrit par l'affordance qui est apportée par l'environnement qui entoure, dans lequel votre cerveau, par le biais des systèmes cognitifs numéro 1, va se dire « et les neurones miroirs, ok, tout roule, là je sais que je vais probablement avoir de l'enseignement magistral et je me rappelle quels sont les codes, moi en tant qu'élève, et quelles sont les organisations qui vont me permettre. Moi aussi, en tant qu'enseignant, si je me retrouve dans une salle avec ces prescriptions, même sans intention derrière, je vais me ramener vers mes référentiels de perception d'action et je sais comment je vais piloter à peu près ma classe. Il y a les espaces non académiques, alors on peut faire une distinction domicile hors domicile. L'espace formel et non formel. Un espace peut être académie non prescrit mais formel. Typiquement, l'Envelin, c'est le parvis qu'il y a devant un collège. C'est un espace académique puisqu'il appartient encore dans la zone collège-parvis. Il y a quand même les surveillants qui regardent ce qui se passe et ce qui s'y fait. Il est non prescrit dans des usages académiques. Par contre, il est formel parce qu'il est l'entrée de l'établissement scolaire et l'entrée dans le rapport à l'école, etc. Donc, vous avez aussi tous les travaux que moi je vous encourage à regarder de Rosanne Bosch, du Future Classroom Lab, d'Archiclass, des travaux de Nathalie Crasset. Globalement, ce que ça pose comme question, c'est on voit bien que le mot classe emmène avec lui un tel pathos que quand on veut travailler avec des collègues enseignants, architectes, designers, sur le décloisonnement de la classe, il faut parfois qu'on emploie d'autres termes. Et vous allez peut-être découvrir que dans les dossiers Archiclass qui ont repris les travaux de Rosanne Bosch, on va avoir les questions de type où est-ce qu'on va mettre un feu de camp?
Où est-ce qu'on va mettre une grotte? Tout simplement pour décontextualiser le pathos de la classe et notre imaginaire sur cette classe parallélépipédique et pour nous aider à réfléchir et à travailler différemment. Donc les espaces sociophuges, sociopètes et interstitiels, c'est-à-dire des espaces qui vont favoriser la collaboration, des espaces qui vont favoriser l'isolement et le travail individuel, ou des espaces où il va y avoir intersection entre les deux, voire zone de circulation comme peuvent être les interstitiels. Et puis, jusqu'où va l'héritage de l'enseignement simultané que vous avez vous-même dans vos pratiques ou au sein de votre établissement. Donc ça permet, maintenant avec cette première petite grille, pour commencer à quantifier un espèce de nouveau triangle didactique entre le maître, le savoir, l'élève incarné, on peut se poser la question de se dire, OK, quand je suis dans ma classe, où est-ce que je suis? Je suis dans l'académique prescrit, je veux construire une nouvelle situation de classe avec des tables et des chaises qui roulent. Si typiquement mes tables et les chaises qui roulent sont toujours rangées de la même manière avec toujours les mêmes élèves, bah, très rapidement, il va y avoir ce qui était non prescrit et qui pouvait encourager des pédagogies actives ou qui pouvait encourager un déséquilibre du contrat didactique chez l'élève. Et bah, globalement, il va très rapidement, son cerveau, se rendre compte qu'on va potentiellement avoir des mêmes pratiques parce que par le biais des affordances, quand ils vont pousser la porte, ils vont découvrir que l'espace est relativement toujours exploité de la même manière. Donc, vous voyez, une première grille qui vous permet de se dire, bah là, comment est-ce qu'on va se positionner? Et c'est souvent, enfin les recherches que moi je travaille, sur lesquelles je travaille avec les collègues avec lesquels je travaille, au Canada ou en Australie, on se pose, on exploite beaucoup ces grands concepts et ces grands éléments-là pour travailler avec des collègues, pour qu'on puisse dialoguer et pour qu'on puisse ensemble déterminer des problématiques de recherche et des travaux de recherche. Ensuite, on s'est amusé avec ces mêmes collègues à commencer à réaliser des typologies de l'espace. On se dit, bon bah voilà, par exemple, on découvre dans les études qu'on a pu mener, nous, et quand on a pu accéder à des établissements scolaires, qu'on pouvait catégoriser les espaces scolaires à partir du centre noyau classe en 4 grandes catégories. Alors, les petits traits orange, c'est quand il y a des cloisons mobiles, quand il y a des choses qui peuvent se déplacer. Et vous voyez, la zone bleue, c'est là où on peut faire enseignement. On peut faire parfois dans des environnements un peu tout ouverts, se situer complètement en bas à gauche ou alors être complètement en haut à droite, c'est-à-dire un système un peu classique. C'est le descriptif de l'environnement dans lequel vous êtes à partir du noyau classe et de l'espace d'enseignement que vous avez qui va vous permettre de commencer à déterminer ça. Et généralement, on met des petites postilles pour dire, bah là, je suis dans un espace, là, je me catégorise dans cet espace. Et en parallèle de ça, on a déterminé 5 modèles pédagogiques, d'ingénierie pédagogique, pour être plus précis. L'enseignant en magistralité, l'enseignant en mode projet en petit groupe, mais qui participe avec les élèves, l'enseignant en mode projet, mais qui ne participe pas avec les élèves, en haut à droite de la coéducation, au centre, en bas, un élève tout seul qui peut travailler dans l'établissement scolaire, mais aussi à distance, et puis l'enseignant qui fait de l'individualité. Donc, vous voyez, et on commence à réfléchir quel type d'ingénierie pédagogique je vais mettre dans quel type d'espace pour mes enseignements. Donc, vous voyez, on commence à se mettre dans une problématique-là. Pourquoi on se met dans cette problématique-là? Cette slide, je vais vous la donner après. Parce que il faut que vous sachiez de où je pars et pourquoi je parle de ça. Cette grille vous permet de vous commencer à vous positionner aussi bien quand vous préparez votre cours que quand vous avez fini votre cours, votre enseignement, pardon, pour vous dire où est-ce que vous étiez. J'avais prévu de donner l'exercice à haute voix au milieu de la classe. Je l'ai donné par petits groupes. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est des éléments de ce type-là. Là, ces propos que je tiens, c'est d'où je viens en recherche. Et en fait, aujourd'hui, il y a 3 grands éléments qu'on prend en considération en recherche aujourd'hui quand on veut se poser la question de cette transformation. C'est comment va s'intégrer l'innovation dans la problématique de transformation d'une pratique pédagogique dans un espace de travail. Alors, il y a plein de théories là-dessus, et je voulais le slide, je vous dis, vous vous en occuperez si ça vous intéresse pour aller plus loin. La première chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, des tables et des chaises qui roulent, ils n'avaient pas forcément besoin pour enseigner. Par contre, aujourd'hui, ça devient pour certains au moins une envie d'y aller pour tester des nouvelles choses.
Donc, on va engendrer un déséquilibre. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait, souvent on emploie le terme de zone de confort, on pouvait être dans une espèce de zone de confort, et aujourd'hui, on est prêt à, à peut-être ne plus avoir de bureau de l'enseignant, à avoir 15 places assises pour une salle, un groupe d'élèves de 26. Comment on va occuper l'espace, comment on va faire les rotations, comment on va organiser les ingénieries pédagogiques qu'on a vues avant, dans des espaces qui peuvent peut-être être prescrits, non prescrits. Et est-ce que ça va changer la donne et comment ça va la changer dans votre organisation, mais aussi dans le feedback que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est le premier gros paquet, hein, la théorie des systèmes complexes et le bord du chaos. Voilà. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire que vous allez engendrer un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, à quel moment vous allez vous sentir mieux? Ça, c'est la problématique des attracteurs au bassin d'attraction. C'est-à-dire que vous décidez de changer. Par chance, vous avez eu le matériel pour changer. Vous avez pu agencer votre salle de classe pour changer. Ça, vous vous mettez en déséquilibre, volontaire ou involontaire, mais vous vous mettez en déséquilibre. Et ensuite, assez rapidement, vous allez pouvoir vous sentir bien dans quelque chose. C'est cet élément-là qui va être intéressant de voir vers quoi vous tendez naturellement, vers quoi vous allez naturellement. C'est cette problématique-là de la théorie du bord du chaos. La problématique de la distinction entre les cycles d'innovation et d'appropriation. Il faut savoir que la recherche, principalement en économétrie ou dans d'autres disciplines, ont déterminé des champs, des terminologies d'innovation. C'est-à-dire qu'on a 3 grands effets qui arrivent, que ce soit, vous voyez, sur les grandes transformations et innovations industrielles de Kitching, de Juglar ou de Kondreyev, ou les modèles de Roger, Scargiglini et le principe de Pareto. En fait, on arrive toujours à la même chose. Première chose, on arrive sur une problématique d'appropriation ou d'initiation. J'ai envie de faire. Deuxième étape, j'accepte cette transformation ou je la refuse. Et donc, je vais retourner voir la théorie du bord de chaos, je vais retourner vers un attracteur, quelque chose qui m'attire pour retourner vers un équilibre. Et par conséquent, soit je l'accepte, soit je refuse cette transformation. Et quel type de transformation je refuse ou j'accepte? Et puis à la fin, la troisième étape, c'est la dissémination. Est-ce que vous le gardez pour vous ou est-ce que vous allez le communiquer pour les autres? Ce qui va être intéressant, c'est d'abord ce point-là sur l'innovation, de voir dans quel cycle vous allez vous situer et comment vous allez vous situer. Et les 3 derniers points, la problématique d'objets concrets, d'écotones et d'épistémologie. C'est-à-dire qu'en fonction du chercheur avec lequel potentiellement vous travaillez et aujourd'hui vous discutez, il faut que vous sachiez que moi, en termes d'épistémologie, j'ai une épistémologie assez forte associée à de l'évaluation quantitative et qualitative par des données chiffrées. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, au-delà du ressenti, qui est quantifiable aussi, quand on transforme un espace, quand on va l'appliquer, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le Léa Elian, on va commencer à filmer, on va commencer à observer, à élaborer une grille d'observation de ce qui se passe dans la situation de classe, quand on l'a transformé, quand on l'a pas transformé, et on met en parallèle des indicateurs pour essayer de quantifier ce qui se passe, pour essayer de rentrer toujours en dialogue réflexif, aussi bien avec le collègue enseignant qu'avec la direction ou l'inspection, mais également pour nous permettre de remonter au niveau macro, d'aller pouvoir discuter avec avec les collègues des cellules parfois, avec les collègues chefs d'établissement à d'autres moments, aller pouvoir discuter avec l'institution de tutelle, la mairie, le conseil départemental ou la région, pour essayer de voir dans des rénovations, des transformations, quelles peuvent être les actions possibles qui ont du sens pour les collègues enseignants et qui ont eu du sens aussi dans le dialogue avec la recherche. Et donc, il faut absolument, quand vous allez travailler avec des chercheurs, bien voir avec eux quels sont leurs registres épistémologiques pour absolument pouvoir bien cibler. Donc ça, je voulais, juste avant qu'on cible mes propos, juste avant vous parler de cette problématique-là. L'innovation, donc vous voyez bien, que vous soyez seul ou à plusieurs, vous allez initier un mouvement dans votre établissement scolaire où la question va être la forme scolaire au sens large dans un rapport au bien-être. Le bien-être, et je vous encourage à regarder les travaux de Benoît Galland sur les problématiques de bien-être subjectif de l'élève ou autre, vous allez voir que c'est pas aussi facile de déterminer ça. Ou encore, plus ancien, si vous regardez le rapport du CNESO, vous verrez que parfois, c'est pas forcément
aisé de pouvoir déterminer quelle est la variable d'influence majeure ou les variables secondaires qui vont influencer un bien-être, un climat scolaire ou autre. N'empêche que tous les personnes ici présentes, je fais l'hypothèse qu'il y a une sensibilité assez forte à cette problématique de transformation de la forme dans un rapport au bien-être. On a pu voir qu'on avait des temporalités et des spatialisations qui étaient différentes. On va lancer une innovation soit de manière individuelle, soit à travers un CNR, par exemple, dans un établissement scolaire. On va initier peut-être 4, 5, 10 collègues et on est parti dans l'histoire et dans l'aventure pour pouvoir faire cette transformation. Cette transformation, elle est intéressante pour le moment d'un point de vue individuel et du petit collectif au titre de l'intelligence collective qui s'est mis en place autour de la table pour discuter de ces éléments-là. Sauf que quand nous, on regarde avec des élèves qui ont connu ces transformations au collège et au lycée, et quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur, ce qu'ils retiennent de ces transformations-là, c'est principalement que ça pouvait être un effet soit de la discipline, soit du collègue. C'est-à-dire que c'était intéressant d'avoir des transformations spatiales, d'avoir des transformations organisationnelles, des pédagogies nouvelles, pour vous la faire simple. Mais derrière, ce qui est retenu, c'est que c'était souvent le fait de l'enseignant ou le fait de la discipline. Il est très difficile d'avoir une modification profonde du contrat didactique et du rapport que l'élève peut avoir à l'école quand on embarque de l'innovation qui va se sectuariser soit chez l'enseignant, chez un enseignant ou même un petit collectif de 4, 5, 6 enseignants, et dans des disciplines déterminées. Et ça, c'est tout ce que la recherche explique sur l'appropriation de l'innovation et le développement de l'innovation, ce que je vous ai dit auparavant sur les modèles de Rogers et autres, qui vont vous dire que c'est intéressant pour vous. C'est intéressant pour les élèves qui sont avec vous dans le moment où ils sont avec vous. Sauf que dans le rapport qu'ils peuvent entretenir avec l'école, avec le reste de l'équipe éducative, le reste des adultes, ou plus tard ce qu'ils vont retenir, c'est pas une transformation fondamentale de leur rapport au contrat didactique ou au contrat scolaire qui peut être mené. C'est un souvenir d'un prof ou d'une prof plutôt sympathique qui faisait des trucs sympas. Mais la transformation n'est pas majeure. Et que si on veut transformer cette sensation que les élèves peuvent avoir sur le fait que c'était disciplinaire et que c'était pas profond en termes de transformation de pratique, on va dire incarnée dans l'environnement dans lequel on était, et ben en fait, il faut essayer d'embarquer plus de monde que ça au titre de l'équipe éducative. Voire, faut trouver dans cette dynamique un espèce de manager de l'innovation, qui peut être soit un enseignant, soit le chef d'établissement, soit l'inspection, et qui, au travers de ce management de l'innovation, essaye d'embarquer ce que nous dit les travaux sur les problématiques de propagation de l'innovation, c'est qu'il faut essayer d'embarquer 35 à 55% d'une population cible. Si vous êtes sur par exemple, tous les enseignants de sciences, on veut transformer notre pratique pédagogique en maths, physique, chimie, techno et autres au collège, en fait, on essaie de tous s'embarquer. Et on veut travailler sur la relation disciplinaire et environnement, ok, on le travaille. On veut transformer des pratiques pédagogiques plus fortes dans un climat scolaire plus dense, plus intensif, plus en difficulté, avec beaucoup d'élèves, et on va essayer de travailler en équipe éducative, au moins plus de la moitié de l'équipe éducative qui ont ces enfants en responsabilité. Parce que il faut bien se rendre compte que en fonction de votre niveau de professionnalité, enseigner, c'est d'abord être en capacité de pouvoir agir et réagir dans un espace d'incertitude assez important. C'est-à-dire que vous ne savez, et c'est la particularité du métier d'enseignant et des pratiques professionnelles qu'a démontré Lenoir et les collègues en 2002, c'est que plus vous allez acquérir de la compétence, de la connaissance, du métier, de la bouteille, plus en fait vous allez avoir au sein de votre cerveau un ensemble, une armoire, où dans chacune des étagères, vous allez avoir des multiples dossiers pour vous permettre dans la microseconde ou dans la seconde ou à la séquence suivante de pouvoir réagir à ce qui a pu se passer dans la classe. Quand on est jeune enseignant, on va démarrer avec une armoire qui est présente, mais qui est présente avec beaucoup d'histoire, avec beaucoup ce qu'on a pu vivre en tant qu'élève. Plus on va se construire ces répertoires d'action qui vont vous permettre d'agir en temps. La pointe de difficulté de ça, vous voyez bien, quand vous voulez embarquer différents collègues
qui n'ont pas votre sensibilité aujourd'hui sur le rapport à l'espace, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans un rapport mimétique ou dans un mimétisme ou dans une reproduction de ce qu'ils ont pu vivre en tant qu'élèves ou autres, l'enseignement magistral, ça leur convient. Peut-être qu'il y a des éléments disciplinaires, je pense par exemple à ma discipline, que ce soit les maths ou la physique, je pense que travailler de la géométrie, parfois avec des vrais outils de géométrie, une équerre, un compas et autres, vraiment dans la manipulation, parfois de manière assez magistrale, ben en fait, ça a son intérêt aussi. On n'est pas obligé de faire de la classe flexible tout le temps, parce qu'il y a des objets didactiques qui ne s'y prêtent pas. Et donc, tous ces savoirs biographiques, tout ce qui va être construit par l'expérience, c'est ce qui va structurer votre noyau dur, ce qu'on appelle le noyau dur de la pratique. Et vous allez ensuite faire appel à différents répertoires dans votre tête de manière automatique. Et plus vous allez grandir dans le métier, plus vous allez être dans le métier, plus vous allez avoir tout un ensemble de répertoires d'action qui vont vous être disponibles. Et donc, vous voyez bien que quand vous allez vouloir embarquer vos collègues dans cette problématique de transformation, fondamentalement, va commencer à arriver une percussion entre une mise en déséquilibre que vous leur proposez sur des répertoires d'action qu'ils peuvent peut-être ne pas du tout avoir. C'est pour ça que ça va être très important de mettre en œuvre ce qu'on appelle les savoirs biographiques d'expérience et qu'il faut vivre l'expérience. C'est-à-dire que si c'est le prof de maths et le prof de physique-chimie dans un collège qui ont eu la chance d'avoir des financements pour transformer leur environnement scolaire, il est intéressant aussi que l'enseignant de français et autres viennent vivre des expériences en co-tutelle avec les enseignants de physique ou de maths qui ont initié ce programme dans leur salle transformée. Parce qu'il va être important, et ce ne va se faire que en passant par l'expérience physique du rapport au corps dans l'espace dans lequel on est, que ça va nous permettre de pouvoir bouger ces répertoires d'action. Et donc c'est pour ça que je parlais de formation en contexte. C'est-à-dire que accompagner les collègues, bien évidemment, dans le projet, il va y avoir 2 étapes. Avoir les financements pour avoir le mobilier qui change, l'agencement spatial qui change, le rapport au bien-être qu'on a identifié. Mais derrière, il va falloir faire vivre des expériences, former en contexte pour pouvoir identifier. Alors, il y a des modèles aujourd'hui d'acceptation, d'appropriation de l'innovation qui peuvent nous permettre aujourd'hui de mesurer si le collègue enseignant se projette dans une transformation, ne se projette pas, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter, sur quel bouton vous allez pouvoir appuyer lors de la formation en contexte. Parce que je vous rappelle, moi, le postulat, donc je vous parlais d'épistémologie forte, pourquoi je vous parle de ces expériences en contexte avec des éléments sociaux, avec quelque part du dialogue, des problématiques d'intelligence collective, des problématiques de collectif, parce que j'ai une épistémologie assez forte sur comment on apprend. Pour moi, on apprend dans une action sociale située. On ne va pas apprendre hors contexte, on ne va pas apprendre hors rapports sociaux. On va devoir obligatoirement à un moment donné se confronter soit à autrui, soit à une problématique de savoir différente. Il restera toujours des structurations de pratiques enseignantes assez fortes entre des projections, le hors-classe, ce qui peut se faire avant, et l'ajustement qui va se faire en classe, avec parfois des granularités d'anticipation et une modalité d'adaptation de régulation qui va évidemment dépendre de chaque personne. Et donc ensuite, vous allez agir dans un espace. L'espace qui soit physique, mais aussi un espace immatériel. Et on le voit, alors moi j'ai été très heureux quelque part de du temps de confinement, parce qu'une autre partie de ma recherche, c'est sur les problématiques du numérique, de l'enseignement à distance et autres. Et on a pu retravailler sur qu'est-ce qu'était cet environnement, cet espace immatériel qui, à terme, on peut supposer, va faire partie des modalités d'enseignement, au moins pour le collège, le lycée, voire pour l'enseignement supérieur. Et donc, comment est-ce qu'on va travailler dans ces nouveaux répertoires d'action? Parce que parfois, autant les enseignants, on leur a enseigné parfois avec de la magistralité, parfois avec des pédagogies alternatives, parfois ils ont pu vivre au sein d'un INSP, d'un IUFM, d'un SP, d'une école normale. Je crois que j'ai cité donc là je brasse tous les âges de personnes qui sont en face là. On a pu leur faire tester des pédagogies actives, réactives, nouvelles. Autant là, co-construire dans un espace immatériel, numérique, des rapports sociaux et autres, on voit bien que pendant le confinement et pendant les classes virtuelles, c'était des choses qui ont été excessivement compliquées, alors qu'on sait que ça va être des éléments sociaux absolument déterminants pour les conditions d'apprentissage. Donc, vous voyez bien, pour moi, apprendre,
ça se passe en situation, ça se passe en contexte, en contextualisation. Et ça peut pas se passer, entre guillemets, dans le rapport scolaire et dans le rapport de l'école, ça peut pas se passer, entre guillemets, autrement. Et vous voyez bien que l'épistémologie que j'ai, moi, en tant que chercheur, je vais peu ou pas m'intéresser aux compétences psychosociales. Ce qui va m'intéresser, ou à la notion de créativité et autres. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est le rapport didactique et le rapport au contrat didactique et le rapport à l'école que peuvent avoir les élèves et les enseignants dans un espace qui est capacitant au titre au moins de leur échelle de temps, c'est-à-dire de l'action dans la classe. Évidemment, quand je parle de problématiques de contrat didactique et autres, arrivent les systèmes 1 et 2 des neurosciences, arrivent les problématiques des neurones miroirs, neurones canoniques, cognition incarnée, pour vous la faire très simple, et des problématiques d'affordance, etc. Pour vous la faire très simple, à partir du moment donné, je rappelle que votre cerveau, fondamentalement un peu feignant, il va plus aller chercher dans le système 1 cognitif, il va plus aller chercher dans les neurones miroirs. Je vous dis tout de suite le terme là, aller quantique, ça peut vous faire tout de suite, votre cerveau va aller chercher la référence la plus proche qui pour lui a du sens au terme de quantique, et puis votre cerveau passe à autre chose. Voilà. Donc, quand on va rentrer dans l'espace, quand on va rentrer dans un espace classe, ou un espace hors classe, ou un espace déclassé, décloisonné, on va se retrouver dans une perspective où notre cerveau va tout de suite nous rediriger vers des éléments de répertoire d'action, qu'on soit enseignant ou élève, assez rapidement, et donc c'est ça qui va fixer notre contrat didactique fort. Et donc ce que je vous propose, c'est en termes d'objets de formation, en termes d'objets de culture, en termes d'objets d'évaluation, par exemple pour les CNR, c'est d'essayer de penser, ça on l'a co-construit avec le Léa Elian, c'est de se dire, est-ce qu'on est en capacité, quand on prépare nos cours, de savoir en fonction de ce qu'on va faire nous comme enseignants, qu'est-ce qu'on va faire aux élèves, quel est le savoir en jeu? Bon là, on reste sur des problématiques didactiques, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé d'épistémologie tout à l'heure. Et puis, quelles ressources? Est-ce que ça va être la parole? Est-ce que ça va être un papier? Est-ce que ça va être un tableau? Et où est-ce que je vais me positionner? Où est-ce que moi, je vais positionner? Où est-ce que je vais positionner le savoir? Est-ce qu'il va être sur le tableau? Il va être sur la table? À quel moment? Et donc, on réalisait ça avec les collègues du Léa Elian avant de faire les enseignements. Et ensuite, après enseignement, ils remplissaient cette même grille et on commençait un travail réflexif pour savoir, en fonction des variables qu'on avait déterminées comme étant des éléments qu'on voulait travailler pour le rapport entre espace et bien-être, est-ce qu'en faisant ce travail de projection spatiale, quelque part, et d'introspection sur ce qu'on avait pu faire en salle de classe par rapport à notre position spatiale, est-ce qu'on est en capacité d'avoir travaillé la variable qu'on voulait évoquer? Et donc, quand on va aborder ces questions-là, et là, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà assez dense, va se poser la question de comment on mesure ça. Et c'est ça la partie la plus dure. La partie la plus dure, vous voyez que moi j'ai pris un parti pris. Le parti pris, c'est le parti pris didactique, parce que c'est quelque part, pour moi, celui que je maîtrise le plus, et pour moi, un des plus simples à aborder. Est-ce qu'on va dépasser des obstacles épistémologiques forts d'élèves? Je prends dans mes disciplines en sciences, en mathématiques, en physique ou en chimie, au travers des ingénieries pédagogiques différenciées, au sein d'un espace capacitant, est-ce qu'on va être en capacité de transformer son rapport didactique? Et après, est-ce que la transformation du rapport didactique et du dépassement des difficultés épistémologiques, est-ce que ça va avoir un effet sur le bien-être? Et voilà les 4 gros points qu'il faut se poser quand on va mettre en place une problématique d'évaluation. Quelles mesures on va prendre? Quelle métrique on va prendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre des 0 et des 1? Est-ce qu'on va prendre des pourcentages? Comment est-ce qu'on va travailler sur le sujet? Est-ce que on s'est mis en déséquilibre? Comment est-ce qu'on a répondu? Par l'entropie, c'est-à-dire qu'on a recherché à retrouver nos zones de confort. On le voit parfois avec des collègues dans des salles multiples, enfin flexibles, où ils font toujours acte d'autorité au centre de la classe, qu'ils soient dans un système flexible ou dans un système en autobus. Le centre de la classe est la spatialisation de l'autorité, par exemple. Donc on est revenu dans notre zone de confort. Donc on a fait ce qu'on appelle entre nous de l'entropie, ou est-ce qu'on a forcé et on a essayé de s'adapter toujours au déséquilibre? C'est de la négantropie. Et donc, pour conclure, il est pile poil 45. La question que, quand on veut se poser la question du rapport entre temps, espace, bien-être,
On peut voir qu'on est une approche multifacette et on a énormément de variables qu'on peut travailler, des variables physiologiques, des variables d'ingénierie, des variables d'occupation spatiale. Ok, ça, il faut le travailler par le porteur de l'idée, par l'innovateur qui a envie de le faire. Ensuite, comment je vais être en capacité de pouvoir amener un petit groupe d'enseignants pour que l'innovation que je vais essayer de mener, d'abord elle soit aussi collective, mais aussi que ce soit pas uniquement identifié à ma pomme, à ma discipline, et que je modifie un peu le contrat didactique que les élèves peuvent avoir avec l'école ou avec les disciplines en tant que telles et les apprentissages. Ça, c'est le premier point, ce qui fait que ça nous impose à déconstruire un peu ces problématiques de formation et peut-être à utiliser la petite grille qu'on a commencé à travailler au travers du Léa Elian. Ensuite, comment on établit cette matrice d'évaluation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va évaluer et comment on l'évalue? Vous avez vu que parfois, on commence de plus en plus à demander des métriques d'évaluation. Comment on va le mettre en place? C'est pour ça que moi, en prenant l'aspect didactique, vous avez vu, je me couvre un peu, parce que j'établis un cadre qui me permet, il y avait des obstacles épistémologiques identifiés, par exemple chez des enfants en CE2, la construction de la géométrie, pour certains, dans les volumes, était compliqué. Bon, j'ai mis en place des déplacements, des travails en atelier, en dehors de ma classe, dans la classe, du travail debout, du travail assis. Bon, tiens, cette année, avec cette classe, j'ai une plus grande réussite. Alors, est-ce que c'est que la classe? Je vais réessayer l'année prochaine pour redécouvrir, etc. Et donc, aussi se rendre compte qu'à partir de ce moment-là, quand on va commencer à engendrer cette problématique de transformation spatiale, on va être obligatoirement, avec les collègues, dans le fait qu'ils vont devoir s'adapter et se mettre en déséquilibre. Et quand vous allez potentiellement mettre en place des programmes de formation, même internes, d'initiation à votre innovation au sein de l'établissement scolaire, un des points qui va être assez difficile à aborder, c'est comment vous allez accompagner les collègues sur ce cycle et ces échelles de temps. Je ressens quelque chose qui se passe dans ma classe, j'ai du mal à ressentir, entre les semaines, ça marche pas pareil. Tous ces éléments-là, comment vont être accompagnés puisqu'on va les faire vivre l'expérience en situation. Voilà, donc ce que j'ai essayé d'aborder, c'est tout un panoptique des résultats de recherche, que ce soit en France ou à l'international, quand on se pose la question du rapport entre architecture, bâtiment et problématiques de temps, d'échelle et de bien-être. Pour ça, étant donné que moi je fais de la recherche, j'ai voulu vous parler un peu de l'épistémologie avec laquelle je partais, ces zones de déséquilibre, ces répertoires d'action en situation et cette problématique de didactique pour aborder une reconstruction d'une formation à partir d'une grille réflexive avant enseignement, après enseignement, pour enfin terminer sur une problématique. Une fois que vous aurez réussi ça, il y aura comment on arrive à dissémer l'innovation dans l'établissement scolaire et comment on arrive à l'évaluer pour pouvoir retravailler sur le cycle de rétroaction et de continuité de l'innovation. Il est 48, j'ai dépassé 3 minutes, ce que j'avais prévu. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour tous ces éléments denses. On a quelques questions sur des aspects différents. On a une première question de compréhension, précision sémantique. Qu'est-ce qu'un espace informel d'apprentissage? Tu as mentionné ces espaces informels d'apprentissage. À quoi est-ce que ça renvoie? Alors, les espaces informels d'apprentissage, ça peut être, je vous en donne un exemple le matin. Vous avez 2 enfants qui vont au collège ensemble et ils vont parler le matin de l'épreuve de maths qu'ils ont avec l'enseignant Janin. Et en fait, dans ces espaces-là, vous ne maîtrisez rien. C'est des espaces informels d'apprentissage, informels parce qu'ils vont sortir du cadre formel du métier d'enseignant et du rôle de l'éducation nationale au sens très large et du rôle de l'école. N'empêche, donc ils vont être informels en ce sens-là, n'empêche qu'ils vont être des zones d'apprentissage assez importants, parce que dans ces zones d'apprentissage assez importants, ça peut être là où il y a vraiment plus que le déclic, il peut y avoir un vrai dialogue entre pairs de difficultés et de dépassement de difficultés, certes parfois juste avant l'évaluation, mais voilà un exemple par exemple. Est-ce que j'ai répondu clair? On va estimer que oui. On a une deuxième question sur ton expérience ou ta connaissance de ce qui se passe dans d'autres pays.
Quelle différence constates-tu dans la gestion des espaces d'apprentissage, mes espaces en tant qu'enseignant? J'espère que je comprends bien la question. Alors, moi, je vais travailler avec 3 populations, 3 types et qui ont des cariotypes culturels complètement différents. Il va y avoir des pays anglo-saxons, il va y avoir des pays type Allemagne, et puis on va être sur un pays comme le Canada, donc francophone, mais la partie francophone. Il faut clairement se rendre compte que jusqu'au Covid, je vais être très franc avec vous, jusqu'au Covid, nous, on avait la volonté d'essayer de déconstruire la notion de classe et de faire exploser la notion de classe pour se rendre compte que on revenait aux résultats des travaux des Écossais Building for Excellence, qui ont rendu leur rapport en 2008. Et pendant 10 ans, ils ont eu la volonté de transformer des espaces scolaires, transformer des salles de classe, permettre de travailler dans les couloirs, organiser des learning corridors, etc. Tout ça, c'était très bien. Sauf qu'à un moment donné, toujours, ce que les collègues écossais évoquaient dans leur rapport en 2008, c'est s'il n'y a pas de transformation de l'emploi du temps et des modalités de fréquence de l'élève face au savoir et aux difficultés, transformer les espaces, ça va être intéressant dans une intelligence collective d'innovation, de transformation de pratiques, mais il ne faudra pas en espérer fondamentalement des gros résultats significatifs sur l'évolution du climat scolaire ou de la performance scolaire. Parce que il y a obligatoirement un lien entre fréquentation d'un espace et nombre de fois, fréquence à laquelle on va être confronté à des savoirs et confronté à des difficultés, et voire organisation aussi de comment résoudre ces difficultés. Donc, et les pays étrangers, pour vous la terminer, maintenant que le Covid est passé, la question est vraiment de déconstruire la notion de classe. La notion de... Alors, en France, on s'y prend peut-être pas très bien, puisque vous l'entendez de manière médiatique, pas, je trouve, dans le bon sens. Mais c'est une démarche européenne qui est un peu partout. Alors, la démarche européenne, elle a été de décloisonner cette classe, de déconstruire la notion de classe, du parallépipède, du fait que les élèves passent du temps avec l'élève dans le parallépipède, dans cette zone de classe. Et puis, ben, en France, on l'a interprété par des groupes de besoins, des groupes de niveau. Je sais que ça va faire frémir peut-être certains collègues qui sont là. C'est une interprétation. Mais globalement, aujourd'hui, et on le voit bien, même nous en France, regardez le colloque faire classe dehors, regardez encore les colloques, le café pédagogique ce matin qui fait un point sur le colloque des terrains innovants ou d'apprentissage. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de se réinventer cette forme scolaire. Mais ce que nous, on observe en termes de recherche, c'est que d'autres approches ont été de dire ben, la classe dans laquelle on l'entend, c'est-à-dire un parallépipède où on va mettre un certain nombre d'élèves face à un enseignant pendant un certain nombre de temps, alors on va essayer de la déconstruire. Par exemple, une expérimentation en Allemagne, alors ça va peut-être faire bondir les gens, mais autour de Berlin, au niveau collège, cette année, c'est les élèves ont reçu une tablette. Dans la tablette, il y a l'intégralité de tous les cours, de toutes les disciplines, de toute l'année, avec des outils d'exerciceurs avant chaque semaine, avant chaque mois, pour mettre en place un système d'individualisation de l'enseignement et avec un système de conciergerie. Je m'explique. Moi, par exemple, prof de maths, je suis dans la salle B22 tout le lundi de 8h à 18h, le mardi de 8h à 18h et le mercredi matin de 8h à 14h. Et là, tous les élèves, par le biais des résultats aux exerciceurs, peuvent venir me voir n'importe quand dans leurs horaires, ils prennent un système de rendez-vous, etc. Et ils viennent me voir et je les fais travailler en groupe, j'essaie d'accompagner leurs réponses. Et parfois, je peux ne pas voir pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois des élèves. Et je suis pas dépendant d'une classe, je suis dépendant d'un groupe de niveau, d'un groupe de difficultés. Voilà d'autres exemples avec des décloisonnements complets de la classe. On a une question qui prolonge ces réflexions sur la question du temps,
forme scolaire, mais de la place du temps dans cette évolution de la forme scolaire. Donc, le fait que changer sa pratique est un processus long, tu l'as expliqué. Et donc, sur quelle échelle de temps, toi, observes-tu ces changements, la stabilisation de ces changements? Alors, comment est-ce que ça s'installe, se séquence et s'installe? Ça va dépendre déjà de quel type d'enseignant vous êtes. Si vous êtes un enseignant qui aime, d'abord, si vous êtes ici, c'est que vous êtes partant pour être pas forcément dans une zone de confort, mais vous acceptez le déséquilibre. Vous acceptez que, par exemple, Edwige ou moi, on arrive dans votre classe, on vous fournit des tables et des chaises qui roulent, et puis on vous dit, faites cours dedans, puis aussi dans le couloir. Vous êtes prêt à ça. Donc, la question de votre transformation à vous, elle va pas être aussi longue que ça. Par contre, il va falloir qu'il y ait en face de vous, quelque part, une entité tierce qui est en capacité de travailler cette problématique d'action réflexive pour que de là de l'expérience, ça rentre dans une pratique, voire dans une routine de votre côté. Et ça, généralement, quand vous êtes professeur des écoles, vous pouvez être confronté tout le temps, tous les jours, à des transformations majeures, par exemple, sur des évolutions de posture, chaise assis, chaise un peu plus hauteur, des poufs, des ballons, etc. Et là, vous êtes confronté régulièrement, toutes les minutes, toutes les heures, à cette même transformation de pratique, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être la première année tester, la deuxième année se rendre compte est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas en fonction des élèves, la troisième année vous rassurez, et au bout de 3-4 ans, on voit que sur des éléments qui vous sont fréquemment confrontés, que vous êtes toujours en déséquilibre et qu'après ça ne devient plus une zone de déséquilibre, 3-4 années, c'est généralement, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les cycles d'innovation. Alors il parle de 5 à 7 ans pour s'approprier une innovation forte, mais on est dans ces zones-là. Quand vous êtes un enseignant, par exemple, je pense disciplinaire, et qui va vouloir modifier dans sa classe de 6e l'approche en géométrie, vous voyez bien que ça va être un peu plus long. Toujours, vous voyez que par rapport à mon épistémologie, je vais être très didactique. Donc moi, je vais pas. Par contre, si vous avez des volontés de travailler sur des compétences psychosociales et autres, celles-là, vous allez peut-être les rencontrer tout le temps dans toutes vos transformations. Vous voyez, ça va beaucoup dépendre de qu'est-ce que vous voulez observer, comment vous voulez l'observer, comment voulez-vous vous l'approprier, mais de la même manière que vous allez devoir, au travers de votre métier, faire dépasser des obstacles épistémologiques à vos élèves, et que parfois c'est difficile, et vous allez pouvoir peut-être répéter 10 fois la même chose, et vous, ça va être pareil, parce que vous allez être exactement dans un même apprentissage de vos répertoires d'action, de vos indices que vous avez, soit visuels, soit auditifs, de comment gérer la classe. Vous êtes en capacité, plus vous avez de l'expérience, en un regard, en une écoute, de savoir s'il y a des difficultés dans votre élève, si le cours est fluide, s'il faut que vous vous arrêtiez sur des éléments. Là, c'est presque pareil, parce que là, vos élèves vont être debout, peuvent être assis, peuvent être dans le couloir, peuvent revenir. Vous pouvez peut-être sur un groupe ne plus avoir la maîtrise, sur un autre groupe avoir la maîtrise de leur progression et de leur co-construction de sens ou de savoir. Et par conséquent, ces éléments-là vont être excessivement récurrents, vous allez les avoir tout le temps, et donc pareil, cet apprentissage, vous allez probablement le tester une première année, vous dire attends, ça marche bien, pas tout le temps, mais est-ce que c'était pas dû aux élèves? L'année d'après, vous allez, si vous en êtes encore motivé, reconfronter avec une autre population d'élèves, et au bout de la troisième année, vous allez, vous allez en conforter un peu ces éléments de pratique. C'est pour ça que c'est des éléments de temps relativement assez longs, tout en étant courts dans une carrière ou dans une progression macro, c'est-à-dire la transformation du bac, la transformation de votre bâtiment et autres. Mais le conseil que j'ai à vous donner, s'il y en a un que vous devez retenir là, c'est que malgré tous les aspects multifacettes, Marianne a le PowerPoint et il vous est disponible sans problème avec des éléments complémentaires si vous voulez avoir des points de référence bibliographique plus complémentaires sur ce que j'ai dit, parce que j'ai pas tout mis dedans. Prenez un point, la didactique, les compétences psychosociales, le rapport à l'écrit, le rapport à l'oral. Prenez un élément, l'amélioration de la lumière, l'amélioration de la qualité de l'air. Prenez un élément et tirez-le jusqu'au bout. Tirez-le jusqu'au bout pour que vous vous confrontiez à cette variable au travers des situations et de l'expérience le plus multiple possible. Ça fait référence aux travaux de Pernoud sur la notion de compétence. Vous serez compétent à changer un pneu à partir du moment donné, on vous l'aura appris à l'école,
à l'auto-école. 2, quand vous aurez su le faire sous la neige à 22 heures en remontant de la station. Et puis 3, quand vous l'aurez peut-être appris à quelqu'un d'autre, là, Pernod considère que votre compétence est acquise et qu'elle vous l'être appropriée à partir du moment donné où vous avez été en capacité de pouvoir la reproduire hors contexte d'apprentissage et la reproduire à quelqu'un au titre de l'apprentissage ou de la formation. Donc là, ça va être pareil. Vivre l'expérience sur un temps long, en collectif, avec un objet commun pour pouvoir en débattre à l'aide d'un outil sur lequel vous êtes déterminé. C'est pour ça que je vous parlais de cette espèce de déconstruction de l'information avec la grille du Léa Elian, par exemple, ou d'autres outils que vous pouvez vous construire pour pouvoir éditer cette évolution dans le temps. Alors, une dernière question, une question que j'avais envie de poser. On voit aujourd'hui qu'on a des perspectives, des marges de manœuvre, des leviers, des financements en ce qui concerne le bâti scolaire, l'aménagement des espaces d'apprentissage. On peut transformer des classes, on peut transformer des salles d'études, on peut mettre en place des classes flexibles. Voilà, depuis quelques années, on voit qu'il y a des moyens et des accompagnements qui se mettent en place. Sur la dimension et la variable majeure du temps, quelles sont aujourd'hui pour toi les marges de manœuvre, les leviers, les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un enseignant? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un établissement? Quelles sont les possibilités à la fois sur le temps de classe, d'enseignement, et également sur le temps et les dispositifs de formation tels qu'ils existent aujourd'hui? Alors, c'est pas forcément, merci Edwige, c'est pas forcément une question piège. Mais c'est la question à 10 balles qu'on met au casino, quoi. La difficulté, elle va être là. Alors, on est très heureux, et moi je suis très très heureux de pouvoir voir tous les investissements qui vont pouvoir se mettre. Que ce soit des programmes d'investissement d'avenir comme sur la forme scolaire, que ce soit des CNR, que ce soit les collectivités qui en soient plus sensibles, c'est excessivement intéressant. La seule chose, puisque moi j'ai vécu une autre de ces transitions qui couraient au fil de l'eau, c'était celle du numérique. Et ce que j'aimerais dire là, c'est foncer sur la possibilité de pouvoir équiper. Par contre, s'il est possible de pouvoir avoir entre vous un temps de restitution, un temps collectif, même on découvre avec des collègues que parfois des temps de collectifs de 3/4 d'heure dans la semaine pour toujours essayer de se centrer à débattre sur le point commun qu'on a trouvé ensemble. Vous verrez dans mes slides, je parle à un moment donné des cotones, d'objets concrets, etc. Concrètement, si je veux transformer ma salle de classe avec des chaises qui roulent, ok, vous allez me dire, mais c'est pour faire de la pédagogie différenciée, c'est pour pouvoir exploiter mon espace comme je veux. Ok, à quel moment? Est-ce qu'il y a toujours des éléments récurrents dans le fait que tu changes ta classe? Est-ce que c'est parce que tu es en train de faire, tu travailles une phase de dévolution en didactique? Est-ce que c'est parce que tu vas être dans une phase où tu vas introduire un concept nouveau? Est-ce que tu vas être dans une phase d'exercice pratique? Vous voyez, cette petite grille-là, elle avait cet objectif-là, en fait, qu'on a pu travailler avec le Léa. C'était vraiment de se dire, quel est l'outillage que je vais avoir pour prendre conscience de la spatialisation, aussi bien physique que j'ai, hein, où est-ce que je me déplace et comment, mais aussi quelle est la spatialisation que je vais mettre en place avec les éléments de savoir sur mes élèves. Est-ce que ça va toujours être le mur derrière l'enseignant qui va être l'élément de circulation, cet élément d'institutionnalisation du savoir, ou alors est-ce que voilà. Mais le temps, ça va être la chose la plus difficile. Vous voyez, c'est pas le problématique de moyens. C'est pas une problématique. Vous pouvez très bien faire les travaux il y a quelques années avec Edwige, quand on avait commencé ces choses-là. Parfois, des collègues mettaient des balles de tennis sous des chaises, tout simplement pour pouvoir déplacer leur table et leur chaise de manière silencieuse, etc. La problématique n'est pas là. La problématique, bien sûr, de moyens, elle est capacitaire, elle peut aider, mais la problématique fondamentale, ça va pas forcément être le moyen autour technique d'agencement, ça va être principalement sur
le temps que vous allez essayer de vous octroyer pour travailler à un élément collectif sur une problématique, et une seule. N'essayez pas de tout transformer d'un coup. Oui, c'est multifacette, mais en abordant un côté, vous allez tirer petit bout par petit bout plusieurs pelotes de laine. Et le temps de cet échange et de ce travail commun, ça peut être le temps de l'observation avec la grille, mais ça peut être aussi le temps de comment on évalue ce dispositif. Comment on évalue ce qu'on vient de faire avec les nouvelles tables et les nouvelles chaises qu'on a faites. Au-delà du discours et de l'idéologie qui peut dire « Putain, je sens que c'est mieux, ils discutent mieux les élèves ». Ok, mais vous voyez que moi, par exemple, ma problématique, c'était ok. Et est-ce qu'ils apprennent mieux? Est-ce qu'ils ont des meilleures performances? Est-ce qu'ils ont dépassé leurs difficultés? Voilà. Très bien, merci pour ces éclairages complémentaires. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais certains participants ont demandé à avoir des références bibliographiques et le support de présentation. Donc, il pourra être envoyé à la demande par Anne-Marie Salomon, à qui vous pouvez écrire. Marianne, pardon, Salomon, qui organise cette conférence. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci Laurent pour cet exposé très intéressant. La prochaine conférence aura lieu lundi prochain, le 25 mars, de 17h à 18h. La conférencière sera Rebecca Shankland et elle nous parlera de développer les compétences psychosociales pour favoriser le bien-être et la réussite scolaire. Pour participer à cette conférence, l'inscription est gratuite mais obligatoire. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée du site du réseau des INSPE. Merci beaucoup, merci pour votre écoute et très bonne fin de journée. Merci à toutes et merci à tous.